Et c'est le moment de retrouver dans l'11-12 le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Jean-Claude Pont. Derrière ce micro, vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. Vous intervenez chaque mardi dans ce programme pour notre plus grand plaisir. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de 5 filières bioéquitables 100% français. Oui. Donc c'est un nouveau label qui est apparu en 2020, le label bioéquitable en France. Et qui donc a lancé 5 filières. La moutarde, le lait de chèvre, l'huile de tournesol, l'avoine et les fruits rouges. Alors ça répond à une demande. Je ne sais pas si vous avez constaté comme moi, depuis un an, il n'y avait plus de moutarde par exemple dans les rayons. Hein. Quand il y en avait, on avait droit à un pot. Maintenant ça revient tout doucement, mais en petite quantité. C'était pareil pour l'huile de tournesol, etc. Donc c'est... Pourquoi c'est comme l'industrie, l'agriculture est mondialisée, c'est la libre concurrence internationale, c'est à celui qui sera le plus rentable, le moins cher, etc. Donc on arrive à perdre des cultures, parce que l'agriculture française n'est pas assez rentable par rapport à ses concurrents internationaux. Donc c'est une perte de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Hein. Ça fait partie des droits, des devoirs même d'un gouvernement, c'est d'assurer la souveraineté alimentaire à sa population dans chaque pays du monde. Hein. Dans la mesure du possible ? Dans la mesure du possible. Tous les pays n'arrivent pas à le faire. C'est aussi une perte de biodiversité. Des tas de pays se spécialisent dans une sorte de culture, abandonnent les autres, perte de biodiversité, avec les risques. S'il y a une maladie qui touche une culture, toute l'agriculture d'un pays va disparaître. Donc, ce label bioéquitable en France a relancé ces cultures. Alors, je prends l'exemple de la moutarde, par exemple, parce que c'est symptomatique. Tout le monde connaît la moutarde de Dijon, ça a une bonne réputation, etc. Ça existe depuis 600 ans. Hein. J'ai cherché un petit peu de vos remonter. Mais il faut savoir, c'est que la moutarde de Dijon, c'est pas un label AOP ou IGP, une provenance délimitée. C'est le mode de fabrication qui, pour se réclamer moutarde de Dijon, il faut respecter le mode de fabrication, mais pas du tout d'être implanté à Dijon ou dans la région. Et il faut savoir que 95% des graines de moutarde qui servent en France sont importées, à 80% du Canada, puis il y a après d'autres pays de l'Est de l'Europe. Donc ça explique en partie avec la crise, avec la crise ukrainienne, le Covid et tout ça, qu'on ait subi ces pertes. Donc c'était important. Mais alors, relancer une filière, ça demande vraiment beaucoup de travail. Il faut réunir des agriculteurs suffisamment pour produire une quantité qui va permettre de produire à une industrie de transformation de pouvoir en vivre. Hein. C'est-à-dire que pour le lait de chèvre, il faut fournir des laiteries. Il faut qu'il y ait des laiteries qui s'engagent dans le processus, qui se spécialisent dans cette branche, donc ça demande des adaptations bien souvent. Il faut des distributeurs, si on peut avoir une grosse chaîne de distribution qui se lance dans le projet, ça peut être viable, hein, sinon, puis il faut se faire connaître. Quand on implante une nouvelle marque contre des marques qui sont bien établies depuis longtemps, il faut faire son créneau. Donc, on peut se féliciter de la réussite de ces 5 filières. Alors, pour l'instant, c'est encore léger. Hein. Si je prends la moutarde, par exemple, c'est sur 50 hectares de graines de moutarde actuellement, alors qu'on en utilise plusieurs milliers en France tous les ans. Donc, c'est encore une petite partie. Mais au moins, là, on sait qu'on achète cette moutarde, elle est bio, elle est équitable, hein, je vais revenir pour dire ce que ça veut dire, et puis elle est française, donc il n'y a pas de risque. Moi je lisais ce matin en regardant un petit peu la presse, par exemple, le miel, c'est pareil, on apporte 80% de notre miel en France, et les études viennent montrer que sur ces miels d'importation, plus de 80% ne correspondent pas aux normes, aux différentes normes européennes, françaises. Hein. Il n'y a pas de contrôle ?
Il y a des contrôles, mais c'est pas toujours évident. Il faut prouver, il faut analyser. Bon, c'est pas contrôlé tous les jours, c'est sûr. Bon, mais ça doit bien profiter bien. Si ça se produit, si le phénomène existe. C'est qu'il y aura des marges commerciales ou des. On sait par exemple que des miels qui viennent de Chine, certains ne contiennent pas de miel. C'est à base de sucre, c'est du miel fabriqué, mais en réalité, c'est pas du miel. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça, l'OMC notamment, qui régule les. Si, bien sûr, oui. Maintenant, parce que les producteurs de miel en France, eux, ils ont des contraintes qui leur sont imposées aussi. Oui, bien sûr. Il y a des cahiers des charges. Il y a des cahiers des charges, mais on n'est pas autosuffisant en miel. Il faut importer. Et l'importation, les miels, c'est pareil, on cherche toujours à tirer les prix, etc. Et puis, ça vient de pays beaucoup où on n'est pas très, très regardant sur la façon de faire. Mais ça se retrouve dans toutes les filières. C'est le risque. On a eu le cheval, on a eu le bœuf, on a eu les poulets. Alors, entre parenthèses, on s'aperçoit quand même que justement le produit français figure de plus en plus sur les emballages, sur les boîtes, sur les pots de miel, avec le fameux donc drapeau français. Et puis c'est noté, c'est un argument aussi, comme quoi il y a une relocalisation, une envie de relocaliser la production aussi. Oui, c'est sûr. Moi, je viens d'acheter de la moutarde. On a le petit drapeau bleu, blanc, rouge et c'est garanti 100% français. Comme ça, on sait que ça correspond aux normes. Donc, alors pour revenir sur le bio, je pense que tout le monde sait ce que la garantie qu'apporte le bio, le fait que ça soit du 100% français, local, donc moins de trajets, de pollution, etc. Et puis donc le côté équitable, où je pense qu'il faut toujours réexpliquer ce que ça veut dire, le commerce équitable. Mais par exemple, ils se sont engagés sur la préservation de la diversité, donc replantation de haies, avoir des ruches, avoir de la biodiversité sur la ferme elle-même, ce qui permet aussi une autonomie alimentaire au niveau de la ferme. Au niveau de la ferme. Je sais pas, j'oublie encore peut-être des choses. Après, donc il y a toujours ce côté environnemental, le commerce équitable. Après, au niveau social, économique, c'est que les producteurs sont payés correctement. On les aide à évaluer leurs coûts. Et c'est en fonction du coût de revient du producteur qu'il va être payé. Donc, et aussi au niveau du social, c'est-à-dire s'il y a des ouvriers sur la ferme, ils ont un salaire garanti, des avantages sociaux, etc., qui sont exigés par les contrats. Même chose dans les usines de transformation. Donc là, c'est une laiterie ou chez un meunier, etc. Tous ceux qui transforment, les salariés ont des garanties. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi Et puis donc, le côté, en adhérant à ce système aussi, il y a une aide aux producteurs, justement, alors parce que se mettre au bio, c'est un investissement. C'est un investissement, c'est un savoir-faire, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a la conversion, il y a 3 ans de conversion, etc. Donc le label aide les agriculteurs à se convertir au bio, améliorer leur technique agricole. Puis il y a un cahier des charges qui est assez strict en France en tous les cas. Oui. Ouais. Et les aide aussi à mieux gérer les aléas climatiques, de plus en plus. Le problème de l'eau, en ce moment, on en parle beaucoup. Aucun sujet là. Il faut savoir maîtriser le problème de l'eau, etc. Et puis donc, je disais, les aider à gérer leur entreprise aussi, à mieux évaluer leurs coûts, à savoir leur prix de revient pour calculer leur marge, etc. Donc alors, pour tout ça, donc je disais, pour faire une filière, il faut les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, puis il faut aussi les consommateurs, et les pouvoirs publics. Il faut que nous, on achète à payer un peu plus cher, mais pour avoir un produit de qualité. Puis il faut que les pouvoirs publics, soit la France, soit l'Europe, au niveau de la PAC, par exemple, redistribuent beaucoup plus d'aide vers la conversion en bio, vers l'aide aux producteurs bio, plutôt qu'au conventionnel, qui va utiliser des pesticides ou à l'importation de produits qui viennent de je ne sais où. Ça fait 4000 producteurs, Jean-Claude Pont, donc de bio-équitable en France, soit 27 groupements. Parce que ça fonctionne aussi comme ça. Quelque chose qui s'est créé en 2020, je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a déjà 4000 producteurs. Oui, et en commerce équitable, on ne travaille jamais avec des individus avec
une ferme toute seule, c'est toujours un groupement qui s'engage donc à respecter le cahier des charges, à faire l'entraide, etc. C'est pour ça. Ça fait 26 entreprises de transformateurs équitables et de coop. Hein. Et donc donc il y a ce groupement de producteurs, et il y a eu des usines de transformation qui se sont impliquées, puis il y a surtout les Éticables qui est vraiment implanté dans le commerce équitable, et Biocop qui permettent de commercialiser ces produits-là. Donc ça se fait en France. C'est tout ça en France. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour cette sensibilisation, pour cette filière qu'on va suivre de près dans les années qui viennent. On vous souhaite une belle semaine. À vous aussi. Pont, à très bientôt. Bien. Merci, au revoir.